Donc, on va vous mettre la présentation d'aujourd'hui. Donc, bonjour encore à ceux qui se joignent. Désolée encore pour les pépins. On va vous mettre ça. Il y a des yeux, des bonjours. Voilà. Merci d'avoir été patient. Oui, vraiment. On a eu chaud. Ouais. Good. On va faire ça. Donc, aujourd'hui, malgré le beau soleil, on va essayer de vous motiver. On vous a mis une belle image d'étirement d'un muscle quadriceps pour cette conférence, la santé de vos muscles qui sont des alliés pour votre stabilité dans ce trio conférence concernant principalement l'équilibre. On se présente pour ceux qui étaient peut-être pas présents lors de la dernière conférence, donc rapidement. Mon nom, c'est Annick Beaulieu. J'ai une maîtrise en kinésiologie. Je suis gestionnaire du projet Move 50+. Puis ma collègue. Je suis Marie-Noëlle Fontaine. Je suis l'agente plutôt des communications au niveau de Move 50+, depuis le début du projet. Et je suis kinésiologue terrain également à Sarkovie et dans le milieu communautaire. Donc, rapidement, un retour sur la dernière conférence. Donc, la dernière conférence qui traitait vraiment de l'équilibre de façon plus générale. Donc, on l'a vu, bouger après 50 ans, il faut le faire pour sa santé. Point final. On le sait, il y a une multitude de bienfaits qu'on n'énumérera pas aujourd'hui parce qu'on l'a fait lors de la dernière séance, lors de la dernière conférence. Comme on mentionnait, il n'y a pas un médicament qui survole tous les bienfaits qu'on peut acquérir en pratiquant des exercices physiques, de l'activité physique. Donc c'est ça. Et de manière incontestable, rappelez-vous que oui, l'exercice est un traitement à plusieurs problématiques. Quand on parle de pilules, on parle de traitement, mais est également un puissant préventif à la maladie de façon générale. On parle aussi, de la dernière fois, on a fait le tour des impacts d'une première chute, de ses conséquences au niveau de la santé, puis aussi de la perte d'autonomie. Donc, vous le savez que une chute survient sans crier gare et ça a un impact majeur sur, effectivement, les possibilités d'avoir à subir un séjour à l'hôpital et ça s'ensuit une boucle assez désagréable au niveau de l'autonomie d'une personne. Il y a des facteurs de risque aussi qui étaient associés aux chutes. On les a nommés la dernière fois, mais un des plus importants, c'était le fait d'être inactif ou sédentaire. Et c'est ce sur quoi nous, les kinésiologues, on peut vous aiguiller comment faire pour éviter de ce déconditionnement physique-là qui s'installe insidieusement. On le sent pas qu'on déconditionne. Ça l'arrive graduellement, petit bout par petit bout. Puis on voulait vous donner des trucs, on vous a donné des trucs généraux pour vous aider à réduire les risques de chute ou à diminuer les risques de chute, dont la gestion de votre environnement. Donc, de vous assurer au niveau de la sécurité générale, de prendre soin de votre santé aussi par rapport à vos suivis médicaux. Les yeux, on a parlé des yeux, des oreilles, du corps en général, mais aussi de consulter votre pharmacien pour la gestion médicamenteuse si vous prenez plusieurs médicaments. Puis bien sûr, un des plus grands facteurs pour réduire les facteurs de risque, dans le fond, c'était les risques de chute plutôt, c'était l'activité physique, briser la sédentarité, marcher, on se souvient de marcher plus, de faire plus de pas dans sa journée, d'aller au sol, on se souvient, on a vu que c'était important d'être capable d'aller sur le sol et de se relever, de stimuler l'oreille interne, puis la vision, de travailler son équilibre dynamique et statique, et bien sûr de faire de l'entraînement d'activité physique musculaire et aérobique, musculaire principalement, et principalement, on a parlé de la puissance aussi. Puis c'est le fun parce qu'aujourd'hui, on va vous parler ça justement de l'aspect musculaire dans la stabilité, puis dans l'entraînement de façon générale. Voilà. Alors, allons-y sans plus tarder à la rencontre de vos muscles. J'avais le goût de vous raconter un peu l'histoire du muscle parce qu'on le sait qu'on en a, mais connaît-on vraiment nos muscles? On en a 640 dans notre corps, donc c'est pas rien. Et on a 3 grandes catégories de cellules musculaires, ou si vous voulez, de muscles, dont les muscles striés squelettiques, les muscles striés cardiaques et les muscles lisses qui sont, eux, situés au niveau des organes et des vaisseaux.
Et si pour ceux qui écoutaient attentivement, vous avez bien entendu striés cardiaques, ce sont vraiment des cellules musculaires différentes des striés squelettiques, car le cœur est un muscle autonome, hein? Il s'auto-régule sans avoir nécessairement besoin du cerveau par un système électrique interne. Donc, c'est vraiment particulier au cœur. Alors, si vous regardez un petit peu les images, vous voyez vraiment la différence dans l'organisation cellulaire de vos muscles. Au centre, on a ce qui nous intéresse, qui étaient nos muscles striés squelettiques. Vous voyez qu'ils sont installés un peu comme des petites lamelles, si on veut. Ce sont des fibres musculaires. Et ces fibres-là ont cette capacité bien spécifique aux muscles de se raccourcir et de se relâcher, ce qui amène le muscle strié squelettique à être capable de faire des contractions. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Absolument. Puis à noter que c'est les muscles, le muscle squelettique, en fait, c'est le plus gros organe qui a une fonction métabolique dans le corps. Donc, on va y revenir tout à l'heure à la fonction métabolique, mais c'est quand même important, c'est majeur pour différents aspects. Ces muscles-là, nos muscles striés squelettiques, ont des rôles, bien sûr. On pourrait rentrer dans les choses très, très compliquées car le muscle à l'étude est très, très intéressant. Mais si on garde ça très global, bien sûr, ça a un muscle, ça a un rôle de structure, de maintien et de mécanique. Hein? Donc, sans les muscles, on ne pourrait pas bouger. Même les gestes de main, sans les muscles, ça ne marcherait pas. Ensuite, on a un rôle métabolique crucial de la part des muscles striés squelettiques. Annick va en parler dans quelques instants, dont l'absorption, entre autres, du glucose. Oui, et en plus de ça, en fait, comme on parlait du métabolisme, en fait, il va avoir un effet sur la dépense énergétique. Dépense énergétique, surtout au niveau du métabolisme de base, bien sûr à l'activité physique aussi. Quand on a des contractions musculaires, bon, ça va être affecté. Mais le métabolisme de base, on en parle souvent, on entend souvent parler. Le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique totale de la journée quand on est au repos. Donc, pour faire fonctionner notre système, par exemple, l'énergie qui est dépensée pour faire fonctionner mes intestins, pour faire fonctionner mon cœur, mes poumons, mon corps entier, même mon cerveau, va avoir une dépense énergétique sans que je sois actif comme tel. Et cette dépense énergétique-là, le métabolisme de base, c'est environ 75% de la dépense énergétique totale. Donc, quand même majeur. Surtout si on sait que, dans le fond, la composition corporelle, la façon que je suis composée, va avoir un impact sur ce métabolisme de base-là. On sait qu'un kilogramme de muscle n'a pas la même dépense énergétique qu'un kilogramme de masse grasse. Je dirais que même c'est quasiment 3 fois la dépense énergétique pour le muscle par rapport à la masse grasse. Donc, plus je suis une composition corporelle avec un grand volume musculaire, bien plus ma dépense énergétique basale, donc mon métabolisme de base, va être actif. À ce sujet-là aussi, on peut garder en tête que les gens qui ont plus de muscles, c'est très typique, hein, on peut voir peut-être la personne qui se promène en t-shirt ou en camisole quand il fait plus froid dehors, car les muscles ont un grand effet de thermogénèse. Ça veut dire qu'ils dégagent en eux-mêmes de la chaleur et ils viennent régir la température du corps en grande partie. D'un autre part, on a peut-être en tête justement une personne plus frêle, avec très peu de masse musculaire, qui va avoir tout le temps un petit peu froid. Donc, on le voit tout de suite et c'est quand même un rôle important, cette thermogénèse, surtout en vieillissant, pour aider à la régulation de la température corporelle. Il existe 2 différents types de fibres musculaires. On naît avec un type prédominant comparé à l'autre. On a des types de fibres qui sont dites type 1 ou fibres lentes ou encore fibres rouges. Ce sont nos fibres aérobies, nos fibres endurantes, celles qui utilisent beaucoup d'oxygène. Et on a les types de fibres 2 ou les fibres rapides ou encore dites blanches qui, elles, sont nos fibres explosives, nos fibres fortes qui sont capables de dégager un grand volume de force rapidement et qui sont peu endurantes sur le long terme et qui consomment moins d'oxygène. Donc, si on y va de façon plus généraliste,
Type 1, quand c'est prédominant, on a le look marathonien la plupart du temps. Type 2, on a le look sprinter, donc plus volumineux, moins mince et plus explosif. Là, je suis sûre que vous vous reconnaissez, hein. Il y en a certains qui doivent se dire, ah, moi, j'ai tout le temps été plus type 1, plus fibrante, donc j'ai du gaz longtemps, mais je vais pas vite, puis je suis faite plus allongée. D'autres vont dire, ben moi, je suis plus, tu sais, je suis en puissance, j'ai toujours été bon dans les sports très réactifs, en force, donc on se reconnaît. Par contre, c'est pas une fatalité, puis souvent, à tort, c'est un peu un mythe de penser que, ben moi, je peux pas faire de la longue distance ou de l'endurance, je suis pas faite de même, je suis faite en force. Ben c'est faux, hein. Le muscle est plastique, il y a une plasticité musculaire, et en fait, c'est pas c'est ce que nous faisons qui nous façonne. Donc, c'est vraiment l'entraînement et les activités que l'on va faire qui va faire en sorte qu'on va développer plus de fibres d'un côté ou que de l'autre. Donc, c'est pas notre génétique qui va vraiment faire en sorte qu'actuellement, là où on est, c'est tel type de fibre qu'on a plus développé que d'autres. Ce que vous avez comme prédominance de fibres musculaires peut par contre déterminer lorsque vous vous entraînez. Je trouve ça dur! Aïe aïe! Ça me fait mal! Donc, si vous êtes davantage de type fibre rouge, faire de la musculation et soulever des charges plus lourdes peut être difficile pour vous. Mais attardez-vous-y, ça se dit-tu? Attardez-vous à ce type d'entraînement parce que, en fait, vous êtes capable à ce moment-là d'aller développer davantage de force au même titre que, comme moi, aller faire un jogging de 5 km, c'est difficile. J'ai une prédominance de type musculaire de fibre blanche. Mais quand je le fais, je me sens donc mieux. Donc, je dois quand même aider mes fibres musculaires à travailler dans tous les types d'entraînement. Absolument. Ouais. On peut peut-être nommer quelques faits saillants parce que ce qui nous intéressait, c'était de penser aux muscles vieillissants. On a parlé, entre autres, d'un des facteurs principaux de chute qui était l'âge. Donc, ce qui se passe avec notre muscle qui vieillit? Il y a plein de choses qui se passent. Aujourd'hui, on a ciblé une ou deux petites choses qui sont intéressantes, qui sont des faits quand même bien calculés par la recherche. On sait qu'à partir de l'âge de 30 ans, on perd de 3 à 8 % de notre volume musculaire à chaque décennie, donc à chaque tranche de 10 ans. Cette perte musculaire-là va s'accélérer à partir de 50 ans. Et là, va pouvoir atteindre 1 à 2 % par année pour une perte totale d'environ 15 % entre 50 et 60 ans. Et là, attention, ça se situe directement dans la tranche d'âge des femmes où elles vont avoir les signes et symptômes de la ménopause. Donc, oui, il y a un effet, entre autres, qui est hormonal associé à cette perte de masse musculaire-là. Et après 60 ans, ben écoutez, c'est là aussi, on ne fait rien. Là. Il y a vraiment des effets rapides et qui peuvent être catastrophiques de 3 % par année. Donc, si entre 60 ans et 85 ans, vous perdez 3 % par année, je vous laisse faire le calcul, c'est beaucoup de masse musculaire qui n'est plus effective. Et là, on a un problème. Oui, puis souvent, ben ce problème-là, on va le nommer, on appelle ça la sarcopénie. On va vous montrer une image. Regardez ça. Ah, je t'en avance. Ben oui, c'est correct. On vous montre l'image avant. Alors, vous voyez le rond foncé, c'est une cuisse coupée à la transversale. Donc, c'est un quadriceps. La zone qui est de couleur foncée, c'est le muscle. La zone blanche au centre, c'est l'os. Et au pourtour, vous voyez le gras sous-cutané, donc le gras sous la peau. Alors, on a un homme en santé de 24 ans. Et à côté, vous avez un homme de sensiblement le même poids qui a 66 ans. Et ça, c'est un homme sédentaire. On s'entend, là, on veut vous montrer vraiment le typique de si on ne fait rien, qu'on ne fait pas d'activité, ben là, on a, regardez, il y a 3141 pas par jour en moyenne, cet homme-là. Fait que si vous savez que le nombre de pas pour pas être sédentaire, c'est autour de 7 à 10 000, là, où on vise plus le 10 000, eh bien, vous voyez quand même les effets. Le noir autour du muscle a vraiment réduit. On voit à l'intérieur des filaments de gras qui se sont incrustés dans le muscle, ce qui réduit considérablement son efficacité à la contraction, en plus qu'il y en ait moins.
Je te laisse continuer, Annick, avec la sarcopénie. Oui, la sarcopénie. Je suis engagée là, dans votre perte de masse musculaire. Il y en a qui viennent de se joindre à nous. Là, comme j'ai mentionné lors de la première conférence, on va essayer de lire les questions. Moi, je les note. Puis, on va essayer de répondre si c'est opportun dans le moment de la conférence, on va en parler tout de suite. Sinon, on va en parler un petit peu plus tard. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vraiment un gros désolé là, pour les pépins d'inscription pour la conférence. Nous aussi, on a des petits problèmes avec la technologie, avec cette technologie. Donc, ce qu'on fera, c'est, là, on a commencé à 14h pour 13h30. Donc, ceux qui viennent de se joindre à nous, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas manquer long, puis vous allez avoir accès à la rediffusion. Puis, possiblement qu'on va même enregistrer les deux conférences pour que vous puissiez aussi avancer, reculer. Là, pour ceux qui ont regardé les rediffusions, là, on peut juste le voir dans son contenu intégral. Donc, ça va peut-être faciliter la consultation. Donc, on poursuit avec la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi? Bien, en fait, c'est un peu le processus de dégénérescence musculaire, de perte de masse musculaire, de force musculaire, et c'est associé à un ralentissement moteur, donc moins réactif aussi. Puis, cette situation-là, quand on est sarcopénique, c'est quand même assez grave. Okay? Ça peut avoir un impact majeur sur la mortalité puis la durée de temps d'hospitalisation si c'est le cas, si on a à être hospitalisé. Ça va vraiment affecter 20 à 25% des gens de plus de 70 ans. Et en haut de 80 ans, on parle de près de 80%. Excusez-moi. En haut de 80 ans, c'est près de 50% de la population qui va être affectée de sarcopénie. Donc, c'est quand même assez présent. Les facteurs de risque, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs choses, dont l'activité physique, bien sûr, et la sédentarité. Mais il y a aussi la dénutrition, que je pense que c'est important de parler, puis l'insuffisance en protéines. On parle aussi qu'un régime riche en matières grasses, donc riche en graisse, peut être un facteur de risque à la sarcopénie, et les carences en vitamine D. Puis, bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais nous, on va vraiment s'attarder à la sédentarité puis peut-être un petit peu à l'alimentation aujourd'hui. Peut-être faire un petit peu de pouce aussi sur la belle conférence de la Fondation du cancer hier. On parlait, entre autres, d'une personne atteinte de cancer, va souvent entrer dans cette espèce de cercle vicieux de moins se nourrir à cause du traitement, elle n'a pas faim. Et là, ben, on se dénutrit et chez les gens atteints d'un cancer, la sarcopénie est quelque chose quand même d'important à surveiller parce que justement, on veut être capable de recommencer notre rythme de vie suite au traitement et on veut partir de moins loin. Donc, c'est important de se surveiller aussi si on a des atteintes de maladies chroniques ou encore qu'on traverse un cancer. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a aucun traitement pharmacologique actuellement là, mis en pratique pour les problèmes de sarcopénie. Donc, pas mal la seule issue, on va y venir plus tard, mais la seule issue, c'est pas mal au niveau de l'activité physique puis un peu l'alimentation. Oui, c'est ça. Donc, si on regarde vraiment c'est quoi les conséquences, ben la diminution de la masse musculaire, la force musculaire, le risque de chute est drôlement accru, on devient plus fragile, on a plus de difficultés à se mobiliser, puis des fois on parle de juste des activités de transfert du genre sortir la voiture, passer du bain à sortir du bain. Donc les gens qui souffrent de sarcopénie avancée ont de la difficulté avec ces tâches-là. On diminue aussi le niveau d'activité physique. Donc, c'est l'œuf ou la poule. Hein? Donc, ça devient plus difficile de me mobiliser. Je me mobilise moins, ça en devient encore plus difficile de me mobiliser. Perte d'autonomie, faiblesse au niveau de l'os. On augmente le risque d'ostéoporose plus sévère, de fracture. Et là, on parle aussi de la prise de poids associé au fait de moins bouger et peut-être d'avoir une alimentation inadéquate ou trop riche en matières grasses, pas assez riche en protéines. Et ça, c'est un sujet quand même chaud au niveau de l'étude. Avant, on se disait d'une personne âgée qui est bien en chair, elle est quand même en meilleure santé qu'une personne plus mince. Maintenant, on le sait avec la recherche et tout l'avènement des scans corporels comme le DEXA, que l'obésité sarcopénique est un fléau quand même important chez les aînés plus âgés parce que quelqu'un qui a une grande surcharge pondérale, sa masse corporelle est davantage construite de graisse,
puis qu'elle n'a pas beaucoup de muscles, si elle chute, elle a encore moins de capacité de se relever ou encore de prévenir cette chute-là en se rattrapant. Ensuite, on parlait de la réduction du métabolisme de repos, des risques accrus de diabète de type 2, de la dyslipidémie, de l'hypertension. Donc, ce sont tous les symptômes de l'inactivité qu'on a nommés la dernière fois. Et donc, encore une fois, on rentre dans l'œuf ou la poule. Donc, la sarcopénie a des conséquences importantes. Mais, ah oui, ben, en fait, juste dire qu'on l'a vu tout à l'heure dans l'image, mais le phénotype musculaire va se modifier lorsqu'on est sarcopénique. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'image, l'infiltration graisseuse, il y a une dénervation d'unités motrices, des dépôts de collagène qu'on peut observer, puis ça va amener une résistance aux stimuli, justement, métaboliques, quand on parlait justement de la résistance à l'insuline, entre autres. Là. Donc, vraiment quand même majeur comme conséquence. Ouais. Il y a toutefois une bonne nouvelle. Vous reconnaissez l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, le C, le D, donc notre homme de 24 ans, notre homme sédentaire de 70 ans et notre charmant monsieur de 70 ans qui, lui, est 66, pardon, on n'est pas loin, très actif. Donc, si vous regardez la moyenne de pas par jour, cet homme-là fait 12 400 quelques pas par jour. Alors, on le considère actif et ça, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des journées qui en veulent peut-être plus, peut-être moins. On parle seulement de pas par jour. Là. Présentement, on parle pas d'un programme d'entraînement. On parle de la marche. Voyez la différence pour le même âge et sensiblement le même poids. La différence au niveau de la qualité musculaire de cet homme actif du même âge que son collègue sédentaire qui a seulement 3000 pas par jour. Alors, je pense que vraiment, vous êtes capable de voir avec cette image-là le fait que bouger va vraiment prévenir. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de vraiment ralentir ce processus sarcopénique, voire de retarder son début si on travaille nos muscles de façon adéquate. Absolument. Pour vous montrer comment. Puis, il y avait une question qui mentionnait, pour quelqu'un qui peut pas se lever, qui est toujours sur chaise, dû à des blessures ou des problèmes de santé, ben c'est possible quand même de travailler les muscles. C'est sûr que le fait d'être debout puis de bouger son corps, de se mouvoir, a un grand impact là, musculaire et aérobique, mais il y a quand même des moyens de bouger puis de s'aider à diminuer la perte de masse musculaire. Ouais. Donc, comment on fait? C'est ça la question du jour, pour garder nos muscles en santé, entre autres, afin de prévenir les chutes, c'est ça notre objectif. Ben écoutez, il n'y en a pas de médicaments pour ça. Il n'y en a pas. Il y a de la volonté et beaucoup, beaucoup d'entrain. Donc, bouger et bien se nourrir, c'est vraiment ça, le traitement préventif et le traitement curatif associé à ce fléau. Donc, même les médecins le disent maintenant et en font la promotion. Il faut bouger et bien se nourrir pour éviter d'avoir des pertes musculaires. Quand on parle de bouger, bien sûr, on parle de suivre les recommandations canadiennes. Je sais pas si c'est nécessaire qu'on les renomme, hein, le fameux 150 minutes d'activité physique, aérobique, d'intensité modérée à élevée. Encore mieux, 30 minutes par jour, c'est l'idéal, mais encore là, il faut y aller progressivement. 2 séances minimalement d'activité musculaire, et c'est ça qu'on va vraiment aller définir là, tout à l'heure avec les trucs là, musculaires pour augmenter notre masse musculaire, notre volume. Puis la souplesse et le travail de la stabilité, de l'équilibre. Puis ça se recoupe un peu, vous allez voir, parce que justement, travailler sa musculation, travailler ses muscles, ben, ça a un impact sur l'équilibre, là, automatiquement. Ouais. Puis en fait, avec tout ce qu'Annick vient de nommer, ben, ce qui est à retenir, c'est varier vos activités. Si vous êtes une bonne marcheuse ou un bon marcheur, travaillez aussi des exercices musculaires, allez nager, travailler en patin à roulettes, donc stimuler de manière variée pour faire en sorte que votre système nerveux envoie des influx dans tous les muscles de votre corps et c'est comme ça que vous allez garder cette fameuse capacité des fibres à rester actives, réactives et contractées aux besoins opportuns. Exemple, lorsqu'il vient le temps de se rattraper parce qu'on va chuter. Mm-hmm. Au niveau de l'alimentation, l'apport en protéines est aussi beaucoup mentionné en recherche.
On sait que l'apport en protéines est plus, en fait, en vieillissant, on a un besoin plus accru de protéines dans notre alimentation. Ça, c'est prouvé. Justement pour aider à diminuer, à maintenir notre capital musculaire. On parle d'1 à 1,2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Là, je vous vois, moi, quand j'entends ça, j'ai le goût de me péter la tête sur un mur. Voyons, c'est quoi, là? Comment il faut que j'en mange? Il faut calculer. Grosso modo, là, en fait, c'est 25 à 35 grammes par jour, par repas par jour, parce qu'on faut l'étirer dans la journée. C'est important, ça aussi. Puis, 25 grammes, là, c'est environ la paume d'une main. OK, sans les doigts, là, la paume d'une main. Par exemple, un gros morceau de fromage, un morceau de viande, des légumineuses. Donc, la paume d'une main à chaque repas, normalement. Donc, ça peut être une façon de référer, d'essayer de manger plus de protéines dans sa journée. Ça peut être des protéines de source végétale ou animale. Parce que si vous voulez plus de détails, sur nous, on n'est pas nutritionniste. On vous donne les recommandations qui sont générales, mais si vous voulez plus de détails, on a un bel article sur notre site web, puis une petite capsule vidéo aussi de nutritionniste qui parle un petit peu de l'apport des protéines lorsqu'on est plus âgé. Donc, je vous invite à y faire un tour, puis si jamais vous ne trouvez pas, écrivez-nous, on va vous envoyer un lien. J'ose plus dire ça. Un lien. On a peur des liens. Oui, j'ai peur des liens. Donc, retenez qu'il faut manger vos protéines à tous les jours et il faut surtout les répartir parce que vous voulez que vos muscles puissent piger dans le sang, piger les protéines nécessaires à chaque moment où il y a besoin de s'en reconstruire au courant de la journée. Exact. Ouais. Et là, il y a des méthodes pour travailler les muscles. Je suis sûre que vous avez toutes déjà entendu ça, ces méthodes-là. Mm-hmm. On peut travailler la force musculaire, on peut travailler en endurance musculaire et on peut travailler en puissance musculaire. Donc, si vous avez été dans des centres de conditionnement physique, c'est tous des mots que vous avez utilisés. Absolument. Puis, on va essayer de vous expliquer ça de façon très simple parce qu'on ne veut pas non plus vous faire un cours pour l'entraînement, un gros programme fastidieux. En fait, la force qu'il faut retenir pour développer la force, ben c'est la force, là, c'est l'énergie brute que ça prend pour soulever quelque chose de lourd. Prendre, tirer, contre résistance, quelque chose de lourd. Donc, c'est la force, c'est vraiment ça. Donc, ça va améliorer, travailler la force, ça va améliorer la qualité de la masse musculaire. C'est important, ça, pour le développement de vos cellules musculaires. Fait qu'on va le voir. C'est pour ça qu'on parle de travail avec résistance. Tout à l'heure, Manuel, elle disait, ben juste si je marche beaucoup, c'est merveilleux. On le sait pour plein d'autres aspects. Hein. Vous avez vu dans nos autres conférences au niveau du cœur, de la capacité respiratoire. Il y a plein de bons aspects, mais reste que la force ne sera pas beaucoup développée dans cette pratique-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher d'autres techniques. Je vais vous dire un autre truc. Avec le terrain qui s'accumule en années, tranquillement, trop souvent, dans les cours en groupe, entre autres, on voit, je vais dire les dames, ce n'est pas péjoratif, c'est parce que c'est ce qu'on voit, prendre des 1 livre, des 2 livres. Ben écoutez, aujourd'hui, c'est le temps de sortir vos 6, vos 8, vos 10, vos 12. Parce que quand on travaille en force, on veut travailler avec de la pesanteur. Donc, des charges, bien sûr, de manière graduelle pour ne pas se blesser, mais on doit soulever charge du corps et des charges avec un petit peu plus de poids pour être capable d'aller stimuler les muscles adéquatement et arriver à ce qu'on appelle un échec musculaire. Veux-tu expliquer l'échec musculaire? Oui, je peux en parler tout de suite, oui. L'échec musculaire, en fait, peu importe qu'on travaille en force, en endurance ou en puissance, ce qu'on veut, c'est lorsqu'on, par exemple, on parle souvent de séries de répétitions. Lorsqu'on fait 8, 10, 15 répétitions, bien, l'objectif, c'est d'arriver à la fin de mes répétitions, que les 2, 3 dernières répétitions soient très difficiles. Ça veut dire qu'on a atteint l'échec musculaire. C'est-à-dire que j'aurais bien de la misère à en rajouter une répétition. Là, je vous montre un mouvement de biceps standard, là, je ne sais pas si vous me voyez. Mais à la fin, là, la dernière répétition, il faut que ça soit difficile. Ça s'appelle l'échec musculaire et c'est là qu'on va avoir des gains. Comme je vous dis, que ce soit en force, en endurance ou en puissance. Donc, si mon poids est très lourd, je vais faire moins de répétitions. Par exemple, un 6 répétitions ou un 8 répétitions, mais je vais arriver à cet échec-là. Si ma charge est moins lourde, je vais aller plus vers du 12,
15, 20 répétitions, là, à ce moment-là, on va en endurance musculaire. Mais je veux quand même atteindre cet échec-là. C'est-à-dire que vers ma 20e répétition, je sens que je serais plus capable d'en ajouter d'autres ou très peu. Donc, j'atteins cet échec-là. L'endurance musculaire, c'est quoi? J'y arrive. Ben, c'est aussi, c'est vraiment, c'est de diminuer. En fait, la contraction musculaire va être là, mais la charge va être moins lourde, donc je peux préserver cet effort-là plus longtemps. Avec la même efficacité. Hein? Donc, c'est-à-dire que je suis capable, au début de mon mouvement, par exemple, je vais à une certaine vitesse et je vais déployer un certain effort, et je suis capable de maintenir ce même effort-là pendant tout le long. Donc, il n'y a pas une dégradation de mon effort, donc on va être sur le plus long terme. Exact. Les avantages de travailler l'endurance musculaire, bien sûr, on va encore favoriser la synthèse de fibres musculaires, mais la synthèse protéique aussi musculaire. Donc, ça va faciliter justement l'aspect métabolique du muscle pour qu'il puisse un peu mieux être plus efficace. On va favoriser l'équilibre, la stabilité avec l'endurance. Ça va favoriser l'appétit et la capacité cardio-respiratoire aussi quand on travaille en endurance, parce que souvent, on va travailler un petit peu plus notre cœur dans cette approche. Ce sont les fibres rouges, hein, on en parlait tout à l'heure, qui vont être davantage sollicitées dans un exercice d'endurance, donc plus de dépenses, plus d'utilisation d'oxygène dans votre processus. Alors, c'est là où on va dire, ben, je suis capable de respirer, je sens mon effort qui est modéré, mais je respire, puis je sens là, que je ventile, je suis dans une zone aérobie. Il y a la puissance aussi. La puissance, ben c'est deux facteurs qu'on associe, c'est-à-dire la force, donc on a parlé tout à l'heure, la force et la vitesse d'exécution. Donc là, on a parlé aussi dans la première conférence, on veut quelque chose qui va solliciter beaucoup de force, donc un bon effort, une bonne charge, mais en plus, on rajoute une vitesse d'exécution. La puissance est très importante quand on travaille la stabilité et l'équilibre. Pour plein de raisons, parce que justement, si je suis déstabilisée, je dois mettre mon pied rapidement au sol et réagir, bien, cette puissance-là, si je l'ai déjà, ça va m'aider beaucoup à intervenir lorsque je me déplace ou lorsque je fais des mouvements et lors d'un déséquilibre. Ouais. Puis si on compléterait, dans le fond, notre objectif, quand on reprend l'entraînement aussi, on se dit, ben moi, je veux me mettre en forme, ben c'est de penser, je vais pas commencer par ce qui est le plus difficile tout de suite. Travailler en puissance, c'est exigeant et difficile. Les risques de blessure sont relativement élevés si on part de zéro à des exercices plus spécifiques à la puissance. C'est donc pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, commencez par des exercices davantage en endurance. Construisez une certaine endurance musculaire. Par la suite, on peut augmenter les charges et ainsi travailler davantage en force. Et par la suite, avec l'aide d'un professionnel, vous pouvez travailler des exercices en puissance, ce qui va vous amener à encore améliorer votre condition physique, votre condition musculaire. Et là, bien sûr, lorsqu'on travaille en musculaire, il y a différents protocoles d'entraînement qu'on peut utiliser. L'idéal, c'est vraiment 2 à 3 fois semaine. Je vous dirais plus 3 fois par semaine. Puis, ce qui est important, c'est d'espacer d'une journée. Le travail musculaire, lorsqu'on utilise des charges, lorsqu'il y a une fatigue, un échec qui est atteint, a besoin de récupération. On a besoin de récupération au moins un 24 heures. Donc, c'est pourquoi on veut vraiment espacer nos séances avec charge où on atteint l'échec musculaire d'une journée. Et pendant si je peux me permettre, pendant ce creux-là, c'est important de vous dire que vous n'êtes pas en train de rien faire. Vous êtes quand même actif dans votre milieu de façon générale. Vous vous nourrissez bien, vous vous hydratez bien, parce que pendant ce temps-là, vos muscles qui ont été altérés par votre effort physique sont en train de se reconstruire. Donc, c'est très important le lendemain d'un bon entraînement musculaire de bien vous nourrir et de manger toutes vos protéines. Donc, normalement, vous pourriez, c'est ça, pour revenir au protocole, vous pourriez, par exemple, faire des séries de 6, 8, 15 répétitions. Ce qui est important, c'est d'augmenter la charge progressivement. On parle souvent de 50% à 80% du 1 répétition maximale. C'est-à-dire que la charge la plus lourde que je suis capable de soulever une fois, je vais chercher à peu près 50 à 80% de cette charge-là. C'est difficile à évaluer comme ça, je vous entends déjà réfléchir. Mais, si vous vous fiez à l'échec musculaire, si après 8 répétitions,
j'atteins l'échec, mais peut-être que la charge est un peu lourde pour commencer en endurance. Fait que je pourrais diminuer un peu ma charge puis essayer de me rendre à du 15 répétitions pour les premières semaines d'entraînement musculaire. Puis, par la suite, mais on augmente la charge un peu pour atteindre un 8 à 10 répétitions, par exemple. Là, je veux tout de suite peut-être, on ne l'a pas écrit dans notre présentation, mais ça vient de m'arriver, j'en m'entends, qui dit oui, mais là, je suis raquée le lendemain, je suis courbaturée. Et ça, c'est normal dans le sens où il y a un moment où le muscle est en train de se régénérer. Et ce qu'il a besoin, comme on a dit tantôt, c'est tous les nutriments pour être capable de se reconstruire. Si après une journée ou 2 journées, ça devient encore très douloureux, mais il faut se poser la question la fois d'après, peut-être que ma charge était trop élevée. À ce moment-là, réduire et aller de façon plus confortable dans votre entraînement. Et chaque personne va avoir un cheminement personnel, c'est-à-dire que moi, ça peut être après 4 semaines où là, je suis capable d'augmenter ma charge. Puis, dans le cas de ma collègue, ça peut être après 6 semaines où là, elle dit, OK, je suis confortable, je peux augmenter ma charge et je vais atteindre encore un échec musculaire, mais avec 2 livres de plus. Puis, ça prend de l'aide. Oui. Puis, ce qui est le fun de savoir, c'est que normalement, les résultats vont être observables rapidement. 8 à 12 semaines, normalement, ça prend juste ça, à intégrer un programme musculaire, puis on va déjà voir des effets. Par contre, il faut garder ça, maintenir ça, bien sûr, pour pas que on reperde des acquis. Mais c'est super encourageant de voir que ça a un effet rapidement. Oui, mais là, je les entends, là. Moi, j'en veux pas, Annick, des gros muscles. Je trouve pas ça beau. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, mais ça fait peur. On dirait, je vais travailler avec des charges pour des gens qui n'ont jamais travaillé avec des poids ou avec des élastiques. On n'a pas mentionné le matériel qu'on peut utiliser, mais il existe toutes sortes de choses qu'on peut utiliser. Je vais juste sortir pour vous montrer. Ici. Donc, tu sais, il existe des élastiques. Hein? Vous pouvez avoir des élastiques comme ça ou des élastiques à poignée avec différentes forces, donc qui demandent différents efforts selon le mouvement. Des poids, des petits poids, bien sûr, des haltères, mais il existe aussi des haltères. Celui-là est très gros, là, on s'entend. Mais des haltères où on peut changer la charge tout simplement à partir d'un même support. Donc, ça peut être bien intéressant si on veut avoir un équipement qui peut progresser dans le temps ou selon le type d'entraînement que je fais. Puis, on a parlé aussi de la charge du corps. Donc, tout à l'heure, on va vous donner un petit programme, mais vous allez voir qu'il y a vraiment toutes sortes de façons de travailler la force. Mais d'inclure la résistance, d'inclure des charges, c'est intéressant. Puis oui, ça fait peur, comme Marie-Noël le disait. Mais, pour avoir des effets hypertrophiques, là, où vraiment les muscles vont gonfler, puis où on va être vraiment bodybuilder, je vous dirais que ça demande une préparation physique très, très intense. Donc, avant d'avoir des résultats de ce type-là, je vous rassure, c'est pas 2-3 fois semaine d'intégrer quelques mouvements avec des charges qui vont avoir un impact sur votre apparence physique. On pense aussi, lorsqu'on pense à l'hypertrophie, là, sachez que ça prend aussi un apport nutritionnel très, très important. Hein. Pensez à, je fais des muscles, il faut que je rentre du matériel de construction. Là, donc, ça prend un programme nutritionnel et tout ça. Donc, chez les gens en général, on n'ira pas à ce type d'effet-là. Non, absolument pas. Pensez plutôt aux avantages. Exactement. Aux avantages métaboliques dont on a parlé tantôt, à une plus grande dépense énergétique quotidienne, à une réduction des risques de maladies chroniques, à une réduction des risques de chute. Donc, les muscles bien entraînés peuvent galber un peu, bien sûr. Hein, si vous êtes pas actif, je dirais tonifier. Ils vont tonifier, ils vont reprendre leur forme normale hein, plutôt que de rester affaissés ou atoniques. Et puis, ben c'est là où on peut voir quand même le corps se changer. Et puis, de façon générale, lorsque vous allez vous regarder après plusieurs semaines d'entraînement, c'est plutôt un résultat positif si on ne pense qu'à l'apparence corporelle. Mais gardez en tête que c'est surtout au niveau de la santé que c'est plus important parce qu'on vend souvent l'activité physique et la musculation en lien avec l'apparence. Allons au-delà de ça et pensons à tous les bienfaits que vous allez vous amener dans les années à venir parce que vous voulez belle et active ces années-là. Absolument.
Donc, si on parle des muscles à travailler pour être plus stable, parce que c'était quand même l'objectif, oui, la musculature, de garder les muscles en santé, de maintenir son capital musculaire, c'est essentiel pour préserver son équilibre, sa posture, entre autres. Mais quel muscle faudrait que je travaille plus? Souvent, c'est la question qui vous vient en tête. Bon, on parle souvent des stabilisateurs. Les stabilisateurs, ça mange quoi? Comment ça fonctionne? On a parlé un petit peu la semaine dernière. En fait, il y en a beaucoup de stabilisateurs dans le corps humain. Il y en a au niveau des chevilles, il va y en avoir au niveau des hanches, il va y en avoir au niveau de l'épaule, il va y en avoir vraiment partout. Partout où il y a une articulation, principalement. Si vous regardez déjà la photo dans la présentation, on voit une cheville, un genou, une hanche. Le simple fait de monter ou de soulever notre charge, par exemple, quand on monte l'escalier, va engendrer une série de réactions des muscles stabilisateurs des membres inférieurs. Et puis, bien sûr, tout ça va avoir des impacts au niveau de notre posture. Donc, si nos stabilisateurs sont pas forts, bien souvent, par exemple, dans un mouvement de montée comme ça, notre réaction, ça va être soit de s'arquer par en arrière ou soit de partir par en avant. Et à ce moment-là, les risques de chute augmentent. Comment ça fonctionne? La meilleure façon de le tester et de le ressentir, comment ça fonctionne, c'est de vous lever debout, si c'est possible. Encore là, je ne connais pas tout le monde qui est avec nous aujourd'hui, donc vous levez debout en vous tenant pour commencer, là, puis de vous tenir sur une jambe, de soulever une jambe. Et là, qu'est-ce que vous allez sentir, Marina? Je vais le faire pour la cause. Qu'est-ce qu'on sent dans notre cheville? Bien, on sent que ça bouge, OK? Donc, on sent que ça bouge de droite à gauche, d'en avant en arrière, ça bouge, puis c'est toujours en train de bouger. Bien, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les muscles stabilisateurs, les muscles de chaque côté de l'articulation, bien, ils travaillent chacun leur tour pour essayer de trouver un équilibre. Donc, ils vont contracter, relâcher jusqu'à temps qu'ils atteignent l'équilibre. Si je suis rendue stable en faisant cet exercice-là et que je ne sens pas ce débalancement-là, c'est parce que mes muscles, je ne leur demande pas un déséquilibre assez grand. Donc, si vous ressentez ce déséquilibre-là, bien, vous faites travailler vos stabilisateurs. Oui. Ensuite, c'est important, vous le voyez, les membres inférieurs. Ça prend la force dans les mollets, dans les quadriceps, dans les ischio-jambiers, dans les fessiers pour avoir un bon équilibre. Il y a un muscle quand même qui est très important dans le membre inférieur, qui, en fait, sont tous importants dans le membre inférieur, là, comme Marie-Noëlle le mentionnait. Il faut essayer de penser de travailler des deux côtés et équilibrer en avant, les muscles en avant, les muscles en arrière. Comme le quadriceps, il faut travailler aussi l'ischio-jambier. Pas déséquilibré. Mais un des muscles importants de l'équilibre, c'est l'adducteur de hanche. L'adducteur de hanche, c'est le muscle qui permet l'élévation latérale, en fait, de la hanche, l'abduction de la hanche. Et pourquoi ça? C'est qu'en fait, c'est le muscle qui va favoriser lorsque je suis en position sur une jambe. Puis quand on marche ou quand on court, par exemple, on va être souvent en position unipodale, c'est-à-dire qu'il va avoir un pied au sol et l'autre pied dans les airs. Et c'est ce qui permet de stabiliser la hanche, que ça tombe pas sur le côté. Okay? Et ça, c'est sûr que si ma hanche part sur le côté parce que mes muscles sont pas assez forts au niveau des adducteurs, bien, il y a un beaucoup plus grand risque de chute latérale. Donc, c'est quand même un muscle assez important, l'abduction de la hanche. On veut aussi avoir une posture droite, un tronc aligné au-dessus de son centre de gravité. Donc, on travaille, oui, les abdominaux, mais pas le six-pack. La tablette de chocolat, elle nous intéresse moins pour notre équilibre. On veut travailler les abdominaux profonds. On parle du transverse de l'abdomen, des muscles obliques internes-externes pour travailler au niveau d'un soutien du tronc et du dos et de la colonne vertébrale. On veut travailler également les érecteurs du rachis parce qu'avec l'âge qui avance, on voit un certain affaissement des érecteurs du rachis, surtout chez les gens plus sédentaires. Et moi, ça m'amène toujours à penser au déambulateur. Alors, lorsqu'une personne arrive au déambulateur, elle penche vers l'avant et donc on ne travaille plus les érecteurs du rachis pour la posture debout. Alors, c'est très important même si on utilise une aide à la marche, de travailler les érecteurs du rachis pour éviter cette posture pour on est là vers l'avant dans nos mouvements du quotidien et maintenir un bon équilibre. Donc, c'est des muscles qui se travaillent en musculation. Absolument. Puis, il y a les membres supérieurs et le cou. Oui.
À ne pas négliger. Bon, c'est sûr qu'on met souvent l'emphase sur le membre inférieur lorsqu'on parle d'équilibre, mais les membres supérieurs sont importants si on doit se relever, si on tombe et on a besoin de se relever avec nos bras. Notre cou aussi, notre cou va influencer aussi la posture. Donc, c'est sûr que d'intégrer certains exercices musculaires du membre supérieur et du cou, quand même très important pour d'autres facteurs, mais aussi pour l'équilibre. Tout à fait. Donc là, c'est sûr que là, je vous entends, oui, mais quel exercice on doit faire? Nous y voilà. On vous a préparé, encore une fois, quelque chose de court, concis et que vous êtes capable d'intégrer dans votre quotidien 5 exercices qui vont aller toucher aux différentes catégories musculaires qu'on a vues. On y travaille en endurance, mais aussi, on a un exercice qu'on peut aller travailler en puissance qui n'est pas négligeable. C'est très sécuritaire, mais bien sûr, selon votre condition physique ou si vous avez certaines limitations, vous pouvez vous référer à l'outil d'aide à la décision sur le site de Move 50+ et voir quel programme serait davantage pertinent pour vous. Là, on vous a, je viens juste de vous transférer normalement le petit programme. C'est encore un peu comme le petit programme qu'on vous a transféré la première fois, je ne sais pas si vous voyez là, mais normalement, vous devriez le recevoir là, actuellement dans la boîte à côté du webinaire. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de le télécharger. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pourrez nous réécrire par courriel, mais logiquement, là, normalement, vous devriez avoir reçu, peut-être juste s'il y a quelqu'un qui veut juste me texter pour nous dire si ça a bien fonctionné. C'est vraiment très simple comme petite séance, là. Comme on vous a dit, c'est assez généralisé, très simple. On commence par la base. C'est toi qui l'as fait? Oui, je peux le faire derrière. C'est à son tour. La dernière fois, c'était moi. Je suis en sandales, mais je vais le faire. Je vais avancer un petit peu ça. Juste pour... Ouais. Alors, on commence par, bien sûr, échauffez-vous toujours de 3 à 5 minutes avant de commencer un programme d'exercice, même si c'est court. Ne mettez pas de sandales. Non, mettez des espadrilles fermées, des chaussures confortables fermées. Si vous avez des chaussures de marche, c'est bien correct également. Donc, toujours avec une chaise pour pouvoir vous permettre un appui. On commence par le squat. Il est partout, le squat. Donc, on travaille les cuisses, les fesses, et l'équilibre en portion avec le squat, puisqu'on a un changement, si on veut, de centre de gravité en reculant les fesses. Donc, on va s'asseoir en reculant les fesses. Les genoux restent au-dessus de nos pieds. Ils ne dépassent pas le devant des orteils. Puis, lorsqu'on descend, on va descendre tranquillement et on va imaginer qu'on s'assoit sur un cactus. On remonte en serrant les fesses dans un grand mouvement de puissance. Alors, vous avez à soulever votre charge corporelle. Et on recommence de 10 à 15 fois. Donc, si on se fie à ce qu'on a dit, on est quand même dans un exercice d'endurance. Et en rajoutant le petit facteur vitesse, on rajoute un peu de puissance. Et si on veut vraiment y aller de façon plus explosive, à ce moment-là, on triche un peu et on rajoute une charge. Donc, on rajoute un poids. Des poids dans nos mains, des haltères, une bouteille d'eau, quelque chose, un sac de farine. Une touche de savon à lessive, là, les grosses touches. Vous avez chez vous quelque chose qui peut être plus lourd, qui vous servirait à vous rajouter quelques kilos pour être capable de vous donner une charge supplémentaire. Rappelez-vous que c'est important de rajouter de la charge. Ensuite, on va aller travailler l'extension, c'est pas vrai, la flexion et l'extension des chevilles. Donc, pourquoi les chevilles? Pourquoi le mollet? Parce que c'est la zone qui va aider à stabiliser le tronc et le membre inférieur lorsqu'on fait un pas. Alors, une flexion des orteils, c'est-à-dire qu'on va soulever et de façon explosive. Donc, on monte sur nos bouts de pied fort et vite pour être capable de stimuler nos mollets. Bien sûr, si c'est difficile de faire fort et vite au début, on y va lentement et graduellement, on y va vers une contraction plus rapide. On peut rajouter une charge si c'est facile au bout de 10 à 15 répétitions ou bien encore, on peut travailler sur un seul pied. Et là, ça augmente de beaucoup le niveau de difficulté. Si vous choisissez cette alternative, assurez-vous d'avoir un appui pour éviter de perdre le ballon. Par la suite, on va aller travailler avec l'abduction de la hanche. Donc, abduction de la hanche, on l'a dit, c'est important pour être capable de stabiliser les hanches. C'est toute la zone de notre centre de gravité.
Avec un appui, on se tient droit. Alors, on évite de pencher le tronc. On gaine les abdominaux en expirant de façon profonde, un peu comme si on zippait une gaine 18 heures ou un pantalon bien serré. Et on soulève la jambe, pas le plus haut possible, mais le plus confortablement possible, sans pencher notre tronc. Dans ce mouvement-là, gardez le pied en rotation interne et on veut un peu comme si notre talon sortait sur le côté. Maintenant, pour Annick, c'est assez facile, ça. Donc, si elle veut travailler ses abducteurs, elle va rajouter de la charge. Et c'est là où ceux qui ont leur fameux poids cheville, là, vous pourriez mettre les poids chevilles. Plus on met l'élastique haut, moins il y a de tension au niveau des genoux. Donc, si vos genoux sont sensibles, vous le gardez en haut. Si c'est relativement confortable, c'est encore plus difficile lorsque vous mettez l'élastique plus bas, près de la cheville. Notre exercice numéro 4, c'est le fameux push-up. Pourquoi le push-up? Ben, c'est parce que c'est notre exercice sécurité. Notre exercice, je suis tombée, je dois être capable de me repousser du sol pour pouvoir me relever, me placer à 4 pattes et ensuite être capable peut-être de ramper pour avoir de l'aide. Donc, au début, lorsque vous choisissez de faire le push-up, vous pouvez commencer sur un mur, sur un comptoir, rapprochez vos pieds, gardez le tronc bien droit, les fessiers contractés, puis on veut aller porter le centre de la poitrine le plus près possible du mur. Vous pouvez ajuster l'ouverture de vos bras ou ajuster la hauteur de vos mains pour un petit peu plus de confort. Donc, on aime bien l'idée du mur, mais le comptoir sécurisé, faites attention à l'îlot, des fois il peut glisser. Ou encore, on prend le divan, un fauteuil, on pourrait même se mettre à genoux au sol si c'est possible pour nous, et on veut ajuster. N'oubliez pas que l'objectif, c'est qu'à 10-15 répétitions, ce soit très difficile. Et puis, dernier exercice qu'on pourrait ajuster en position debout, c'est l'exercice de l'élévation du bras et de la jambe opposée. Donc, en bon français, nous, on appelle ça le Superman. Tu pourrais prendre ta chaise, ouais, avec la chaise. On pourrait le faire à 4 pattes au sol, mais debout, ça se fait aussi très bien. On travaille ainsi le tronc, le rachis, le dos, et on soulève le bras et la jambe opposée, un peu comme Superman qui décolle du sol. Le nombril est rentré, l'arche du dos est réduite pour ainsi venir travailler le tronc. Puis, on alterne et on va de l'autre côté. Alors, vous pouvez vous amuser en alternant droite et gauche ou en faisant plusieurs du même côté pour atteindre une fatigue. On se rappelle que c'est notre élément clé pour travailler nos muscles, une fatigue musculaire assez importante qui va passer au bout de la prochaine minute, inquiétez-vous pas, une fois que l'oxygène aura refait le tour du corps à quelques reprises. Dans ce dernier exercice-là, c'est plus difficile d'ajouter une charge. Ce serait possible avec des poids de cheville ou des poids au niveau du bras. C'est un petit peu plus difficile. Je dirais que c'est plus une endurance musculaire, mais c'est quand même un bon exercice pour le tronc. Donc, on a parlé tout à l'heure que c'est important de le travailler lui aussi. Tout à fait. Alors, écoutez, on pourrait en parler pendant beaucoup de temps. Seulement les méthodes d'entraînement en soi, chaque méthode pourrait être une longue conférence de plusieurs heures. C'est vos kinésiologues qui peuvent vous aider avec ça. Parlez-en à votre professionnel. Ça peut être aussi un physiothérapeute qui connaît bien les exercices de réhabilitation, qui peuvent, si vous avez des blessures, entre autres, là, c'est important. Et naturellement, gardez en tête que c'est pas obligé d'être compliqué de travailler nos muscles. C'est parfois beaucoup plus simple qu'on peut y penser. Et puis, dans votre quotidien, vous en faites des tâches musculaires. Essayez d'évaluer ou de voir qu'est-ce que vous faites qui est musculaire. Là, le jardinage s'en vient, ça va être musculaire. Donc, on s'assoit, on se relève avec une poche de terre, on déplace un pot. Ce sont des actions musculaires. Pourquoi pas en profiter pour le faire 4, 5, 6, 7 fois quand vous travaillez avec une charge dans votre jardin. Comme ça, vous combinez l'utile à l'agréable. J'aimerais ça que tu leur montres la belle dernière slide. Je l'aimais tellement. Ah, ben oui, c'est vrai, il en restait une. Puis, dernière question, je mets la dernière affiche en même temps. Excusez mes yeux, c'est loin l'écran. Ici. Oui, voilà. J'ai oublié, il en restait une belle.
Non, ça, c'est ma préférée. Je la trouvais magnifique. En fait, je veux juste vous dire aussi, avant de clore, peut-être... il reste quelques questions. Oui, OK. Ben, écoutez, je voulais juste vous dire, si jamais vous pensez que vous avez un plus de risque de faire de sarcopénie aussi, là, j'ai parlé de sarcopénie, puis là, vous dites, mon Dieu, je suis sarcopénique. C'est important d'en parler avec votre médecin. Il existe des tests que les kinésiologues peuvent faire, que les physiothérapeutes peuvent faire, que même votre médecin peut faire, qui pourraient vous donner un indice sur l'état de vos muscles. Donc, n'hésitez pas à poser la question. Puis, dernière question qu'il y avait, c'était au niveau de la motivation. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de motivation. Ben, en fait, on est là un peu pour vous aider. Move 50+, c'est un peu ça. C'est l'outil qu'on voulait créer, un outil avec de l'information pertinente, mais aussi essayer d'être là pour vous motiver. Mais on a déjà parlé dans une autre conférence qui est plus accessible, à moins qu'on la remette sur YouTube. Mais tous les aspects motivationnels, il y a des trucs qui existent, comme par exemple mettre les activités à l'horaire, de se trouver des... Hey, là, la majorité des régions passent en orange, là. Trouvez-vous un ami, allez faire votre marche tous les jours ou 2 jours, trouvez quelqu'un qui a à peu près la même capacité physique et les mêmes goûts pour aller faire une activité. Branchez-vous en ligne en même temps qu'un ami pour faire une séance qui est offerte en direct sur le web. Donc, il existe plein de trucs pour la motivation. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une volonté intrinsèque, c'est certain. Il faut qu'il y ait un goût aussi d'apporter du changement, mais ça demande de la rigueur, effectivement, parce que souvent, on est motivé pendant quelques temps, ça redescend. Mais il faut pas se décourager, parce que c'est normal qu'il y ait une journée ou 2 qu'on est moins motivé. Puis souvent, ces 2 journées-là font en sorte qu'on décroche complètement après, parce que là, on est fâché d'avoir décroché. Faut pas, c'est normal d'avoir un petit down d'une 2 journées, on reprend notre rythme, on s'édule à l'horaire, on trouve des amis. Je dirais que c'est peut-être les meilleurs trucs, mais sinon, on essaiera de vous mettre en ligne la première conférence qu'on a déjà donnée. De façon générale, on dit que ça prend 21 jours à prendre des bonnes habitudes. Donc, essayez de tenir un calendrier et mettez-vous au défi. Puis, voyez ça simple. Intégrez dans votre environnement. Si vous dites, oui, je vais aller au centre de conditionnement physique, c'est ouvert. Allez-vous y aller? Si oui, vous êtes quelqu'un d'assidu, tant mieux. Mais la plupart des gens ont besoin que ce soit de proximité pour être capable d'intégrer ça dans leur mode de vie, y compris les jeunes familles, y compris les personnes à la retraite. Donc voyez ça simple et c'est toute une stratégie que vous avez à implanter pour changer vos habitudes de vie. C'est ce qui est le plus difficile, mais on est vraiment là pour vous soutenir dans vos démarches. Ça clôt notre conférence. J'espère que ça vous a motivé à intégrer des exercices musculaires dans votre routine. C'était un plaisir. J'espère qu'on se revoit lors de la prochaine conférence. Surveillez vos courriels. Surveillez vos courriels. On va vous envoyer un nouveau lien pour la 3e conférence. Eh oui, malheureusement. Bye bye. Bonne journée.